Bonjour et bienvenue à tous à votre émission Au fond des archives, votre émission consacrée aux chapitres essentiels de l'histoire du Burkina Faso. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un document fondateur, un texte qui a jeté les bases d'une des révolutions les plus marquantes du continent africain, le discours d'orientation politique DOP du capitaine Thomas Sankara, prononcé le 2 octobre 1983. Avant d'être un instrument de mobilisation, c'est un guide. Un guide pas seulement pour les structures populaires, mais un guide pour toutes les structures qui ont été mises en place par la révolution elle-même afin de faire avancer la révolution démocratique et populaire. Je parle de guide, je serais tout à fait d'accord avec cette expression guide dans la mesure où le discours d'orientation politique doit s'imposer au Conseil national de la Révolution, quand bien même c'est lui qui l'a initié. Le discours d'orientation politique doit s'imposer au gouvernement révolutionnaire. Seulement pour moi, c'est une référence à tout moment parce que le discours a montré à la face du monde ce que la révolution démocratique et populaire veut réaliser au Burkina Faso, les forces avec lesquelles elle doit compter, les forces qui naturellement seront contre cette révolution parce qu'il y a des intérêts en jeu et les structures à mettre en place pour défendre cette révolution. Et je crois que c'est ce qui nous a amené jusque-là depuis la révolution à mettre en place des structures populaires pour garantir cette révolution. Ce document, fruit d'une élaboration collective avec des figures comme Valère Somé, Blaise Compaoré et Philippe Ouedraogo, porte en lui l'empreinte de la pensée marxiste et une analyse incisive de la haute volta de l'époque, fraîchement rebaptisée Burkina Faso. Le discours d'orientation politique s'ouvre sur une analyse sans concession de la situation socio-économique du pays. Sankara dénonce avec force la persistance des structures néocoloniales. Lorsque dans les années 1960, le colonialisme français, traqué de toutes parts, déconfit à bien fou, en prise à des difficultés énormes en Algérie, fut contraint, tirant ainsi leçon de ses défaites, d'octroyer à notre pays la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale, cela a été salué positivement par notre peuple qui n'était pas resté impassible, mais développait des luttes de résistance appropriées. Cette fuite en avant de l'impérialisme colonialiste français constitua pour le peuple une victoire sur les forces d'oppression et d'exploitation étrangères. Du point de vue des masses populaires, ce fut une réforme démocratique. Tandis que du point de vue de l'impérialisme, ce fut une mutation opérée dans les formes de la domination et de l'exploitation de notre peuple. Le capitaine Thomas Sankara a su mettre des mots sur ce que tout le monde pensait tout bas. La population sentait que quelque chose n'allait pas. Certes, le pays avait son indépendance, mais elle avait l'impression que rien n'avait vraiment changé. Les richesses ne profitaient qu'à une minorité. Face à ce constat amer, le discours d'orientation politique ne se contente pas de dénoncer, il propose une voie. Thomas Sankara qualifie la révolution d'août 1983 de démocratique et populaire. Cette terminologie n'est pas anodine, elle signifie que la révolution n'est pas l'affaire d'une élite ou d'un coup de force, mais bien un processus mené par et pour le peuple. L'objectif affiché est clair, éradiquer les injustices sociales et instaurer une société plus juste et égalitaire. La révolution d'août est une révolution qui présente un double caractère. Elle est une révolution démocratique et populaire. Elle a pour tâche primordiale la liquidation de la domination et de l'exploitation impérialiste, l'épuration de la campagne de toutes les entraves sociales, économiques et culturelles qui la maintiennent dans un état d'arriération. Et de là découle son caractère démocratique. Sankara parlait de démocratie populaire, pas d'une démocratie d'élite. Il disait que le pouvoir devait revenir aux travailleurs ou aux paysans. C'était une révolution qui impliquait les masses populaires, une révolution qui a ravivé les flammes et poussé à un engagement plus accru des populations.
Le discours d'orientation politique n'est pas qu'une simple déclaration d'intention, c'est un plan d'action détaillé. Il énumère une série de réformes structurelles visant à transformer en profondeur le Burkina Faso. La première et l'une des plus cruciales est la réforme agraire. Les agriculteurs travaillaient dur mais ne voyaient pas le fruit de leur labeur. Avec les nouvelles coopératives, les formations, ils ont commencé à en croire en leurs capacités. La terre est devenue leur vraie richesse. De nombreuses petites réalisations dans le système agricole permettront de faire de notre territoire un vaste champ, une suite infinie de fermes. Ce sera ensuite la lutte contre les affameurs du peuple, spéculateurs et capitalistes agricoles de tout genre. Ce sera enfin la protection contre la domination impérialiste de notre agriculture, par son orientation, par son pillage et la concurrence déloyale à nos productions locales, par les importations qui n'ont de mérite que leur emballage pour bourgeois en mal de snobisme. Vient ensuite la réforme scolaire. Sankara insistait sur la nécessité d'adapter l'éducation aux réalités locales, de la rendre pertinente pour les besoins du pays et d'en faire un véritable outil de transformation sociale, non pas un simple moyen de reproduction des élites. La réforme scolaire, elle vise à promouvoir une nouvelle orientation de l'éducation et de la culture. Elle devra déboucher sur la transformation de l'école en un instrument au service de la révolution. Les diplômés qui en sortiront devront être non au service de leurs propres intérêts et des classes exploiteuses, mais au service des masses populaires. L'éducation révolutionnaire qui sera dispensée dans la nouvelle école devra inculquer à chacun une idéologie, une personnalité voltaïque qui débarrasse l'individu de tout mimétisme. Apprendre aux élèves et étudiants à assimiler de manière critique et positive les idées et les expériences des autres peuples sera une des vocations des écoles dans la société démocratique et populaire. La réforme administrative, quant à elle, visait à assainir l'administration, à la débarrasser de la corruption et de l'inefficacité pour qu'elle serve véritablement le peuple et non l'inverse. La réforme administrative, elle vise à rendre opérationnelle l'administration héritée de la colonisation. Pour ce faire, il faudra la débarrasser de tous les maux qui la caractérisent, à savoir la bureaucratie lourde, tracassière et ses conséquences, et procéder à une révision complète des statuts de la fonction publique. La réforme devrait déboucher sur une administration peu coûteuse, plus opérante et plus souple. Pour les femmes, le discours d'orientation politique a été un tournant. Sankara leur a donné une voix, une place. Il disait que la révolution serait impossible sans l'émancipation des femmes. C'était la première fois qu'un chef d'État africain mettait au centre de son programme la question des femmes. Concevoir un projet de développement sans la participation de la femme, c'est ne se servir que des 4 doigts de la main alors que l'on en a 10. C'est donc un échec. Les femmes assurent et assument la fierté de chaque homme. Il n'y a point d'homme fier tant qu'il n'y a point de femme à côté de lui. La réforme culturelle, quant à elle, visait à promouvoir une culture nationale révolutionnaire et populaire, en phase avec les aspirations du peuple. Il s'agissait de se réapproprier l'identité africaine, de rompre avec l'aliénation culturelle imposée par le colonialisme et le néocolonialisme. Que les écrivains mettent leurs plumes au service de la révolution. Que les musiciens chantent non seulement le passé glorieux de notre peuple, mais aussi son avenir radieux et prometteur. La révolution attend de nos artistes qu'ils sachent décrire la réalité, en faire des images vivantes, les exprimer en notes mélodieuses, tout en indiquant à notre peuple la voie juste, conduisant vers un avenir meilleur. Elle attend d'eux qu'ils mettent leur génie créateur au service d'une culture voltaïque, nationale, scientifique et populaire.
Enfin, le discours d'orientation politique élargit le cadre de la révolution burkinabé à une vision internationale. Sankara inscrit le pays dans le grand mouvement mondial de lutte contre l'impérialisme et pour la dignité humaine. Ce discours, prononcé quelques mois seulement après sa prise de pouvoir, est une source inépuisable pour comprendre les idéaux et les objectifs profonds de la révolution burkinabé d'août 1983. Il révèle un Thomas Sankara, penseur, stratège et visionnaire, bien décidé à forger un destin nouveau pour son peuple en se tenant debout face aux puissances du monde. Le discours d'orientation politique est un chef-d'œuvre de stratégie politique et de vision. Il ne se contente pas d'un simple programme, il offre une grille d'analyse du monde. Sankara savait que la lutte locale était liée à une lutte globale contre l'impérialisme. C'est ce qui donne à ses discours sa portée universelle et intemporelle. Il reste une référence fondamentale pour quiconque veut comprendre les aspirations profondes du Burkina Faso et de l'Afrique. Allons à présent à la rencontre d'un témoin vivant de ce temps glorieux du Burkina Faso, le professeur Georges Kambou. Bonjour professeur. Bonjour. Alors professeur, où étiez-vous et comment avez-vous personnellement entendu ou appris ce discours historique de Thomas Sankara? Quand la révolution du 4 août a eu lieu et on a lancé le mot d'ordre de constituer le comité de défense de la révolution, au niveau de la 7e région agricole, au niveau du service, j'ai été choisi comme délégué CDR de la 7e région agricole. Voilà là où j'étais quand le discours a été lieu. Mais il faut souligner que j'avais quelques appréhensions. Parce que en tant que militant de l'ULC, en tant qu'ancien secrétaire général de l'Association des étudiants voltaïques en Union soviétique, connaissant les luttes idéologiques qui se menaient en son temps au sein des groupes communistes et autres, je me demandais quelle sera la nature de la révolution, quelle sera sa caractérisation. Est-ce que ça sera la révolution populaire de lutte anti-impérialiste que prenait le PAI, ou bien ça sera la RNDP du PCRV, ou bien ça sera la RDP de l'ULC, etc., etc. Alors, quelles ont été vos premières réactions ou sentiments à l'écoute de ce discours d'orientation et politique? Dans le DOP, ce qui a été fait, c'était une analyse concrète de la situation concrète. Ça veut dire que, aussi bien au plan administratif, au plan économique, au plan social, au plan militaire, il fallait faire le point. C'est pourquoi dans le document, il est dit d'où est-ce que nous venons et où allons-nous. Le discours d'orientation politique a fortement dénoncé les nouvelles structures néocoloniales et également les nouvelles élites nationales. Alors, est-ce que cette nouvelle façon de voir était en accord avec vous, votre perception des choses? Bon, que disait Lénine en ce qui concerne la révolution? Lénine disait "Što tako je revolucija? Revolucija atayes pirimen vlasti, kuruki adnavo klasa, kuruku drugova klasa." J'espère que vous allez nous interpréter. Maintenant, je vous traduis. Cela veut dire que la révolution, c'est le changement du pouvoir d'État, le passage du pouvoir d'État des mains d'une classe aux mains d'une autre classe. Donc, le pouvoir était aux mains de la bourgeoisie politico-bureaucratique, comprador militaire ou autre, qui avait, à travers donc ses représentants. Et maintenant, le pouvoir est passé aux mains d'intellectuels qui prennent cause pour la classe ouvrière et ses alliés, qui constituent donc le peuple. Parce que la notion de peuple est une notion dynamique. Voilà le sens donc de la révolution. Maintenant, son caractère démocratique. En fait, quand nous disons révolution démocratique et populaire, il y a une petite confusion. Normalement, on devrait dire la révolution des démocraties populaires. Parce qu'il y a deux types de démocratie. Allez-y, expliquez-nous. Voilà, dans le contexte donc, que je disais de l'impérialisme et des révolutions prolétariennes, la démocratie bourgeoise, néocoloniale, qui prône le libéralisme et les élections,
et la démocratie populaire sous la direction de communistes qui prônent donc le socialisme. Voilà, ce sont ces deux démocraties-là qui s'affrontaient. Et dans ce contexte-là, il fallait effectivement voir, bon, donc faire des réformes qui aillent dans le sens des intérêts des masses populaires. C'est-à-dire qu'on allait prendre des dispositions pour éviter, par exemple, la spéculation de la part de la bourgeoisie comprador. On allait prendre un certain nombre de mesures pour améliorer les conditions de vie des masses paysannes, etc., etc. Alors, professeur, on sait que le discours d'orientation politique, c'était une sommation de réformes, notamment dans le domaine agraire, dans le domaine culturel également, et dans le domaine, bien évidemment, des femmes. Alors, dites-nous, professeur, laquelle des réformes vous a le plus interpellé? D'abord, au niveau national, on a pris la décision de nationaliser la terre. On a mis fin à ce que nous appelons le latifundia. Le latifundia, c'est une politique d'accaparement des terres par les riches qui a été développée en Amérique latine et qui commence à se développer chez nous. Donc on a mis fin à ça. On a mis fin à l'impôt de capitation. Donc les paysans n'étaient pas asservis à ça. Et de même au niveau de l'élevage. Donc ces mesures-là, ça les producteurs le sentaient. Le discours d'orientation politique a mis l'accent sur l'émancipation et la participation active des femmes. Alors, comment les femmes à cette époque-là ont accueilli cette nouvelle façon de faire et bien évidemment les hommes aussi? Il faut dire que les femmes, en l'instar des autres membres de la population, se sont organisées au sein des comités de défense de la Révolution. Mais il y avait aussi leur union, l'UFB, l'Union des femmes de Burkina, avec les Halima Traoré et autres là. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les femmes ont commencé petit à petit à analyser leur situation et ne plus avoir peur de s'exprimer. Vous-même, parfois, vous passez des éléments à la télévision où les femmes disent les maris qui battent leurs hommes là, à bas. Bon. Et à 8 mars, Sankara a demandé que les hommes aillent au marché. Ça, c'était inédit. Alors, professeur, le discours d'orientation politique présentait une vision radicale. Alors, y avait-il des craintes, des oppositions ou des incompréhensions face à cette nouvelle orientation politique, même parmi les sympathisants de la Révolution? Dans le DOP, nous parlions de lumpen prolétariat. Les chômeurs, les délinquants qui sont là, qui ne comprennent rien. Donc, on a créé les CDR. Mais ce que nous faisons, lorsqu'on met en place les bureaux CDR, on les faisait pendant la saison de pluie. Parce que dans les villages, nous savions bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas aller cultiver. Donc, eux, ils rentrent là-bas. Donc, c'était une manière aussi de contrôler ces gens-là. Mais ces gens, si celui qui leur donne l'argent, ils sont prêts à aller avec eux. Donc, il y avait cette crainte-là. Même aussi, la crainte aussi même au sein de l'armée. Voilà, c'est ces craintes-là que nous avions. Donc, il fallait être vigilant. Mais est-ce que les méthodes n'étaient pas radicales? Ou du moins, est-ce que vous n'étiez pas trop en avance sur votre temps? Non, il y a ce qu'à un moment donné, Sankara dénonçait les CDR brouettes. Le discours radical, non, il fallait être clair. Si vous n'êtes pas clair, tant pis pour vous. On va nous traiter donc de déviationnistes, soit à droite, soit à gauche. Voilà. Donc, il fallait aller aussi au rythme de la population. Mais quand la population voit des réalisations, des mesures qu'on prend, on a créé au niveau de la santé des PSP, des postes de santé primaires. Les gens voyaient que les petites maladies dans les villages, là, au lieu de faire des kilomètres pour aller se soigner, ils s'en vont là-bas directement. Il y a un infirmier qui est là, qui leur donne la Nivaquine, etc. Et autres. Ils avaient été formés comme ça. Mais ça marchait, ils étaient contents. La santé avant tout. Hein? Bon, et quelle encore autre disposition? Les bus. C'est Sankara qui a mené les bus. Avec Tata, le bus Tata, là. Parce que quand il a été aux semaines des non-alignés, mais quand Indira Gandhi a écouté le discours, il n'en revenait pas. Il a demandé, mon petit, qu'est-ce que tu veux? Sankara dit, il veut des bus. On a envoyé des bus. Donc, il y a eu ces transformations-là. Donc, tant au niveau industriel qu'au niveau agricole, qu'au niveau de ce que nous disons la politique des ciseaux, c'est-à-dire au niveau commercial. On a créé les Fasoya. Donc, nos produits là, par exemple, ici, on avait Savannah.
hein, dont le mot d'ordre était quoi? Saveur d'Afrique, merveille du Burkina. Ça, c'était le mot d'ordre qui était diffusé. On produisait tous les jus. Et ce que les gens ne comprenaient pas, on fabriquait aussi les boîtes de tomates. Mais pourquoi nous sommes allés au niveau des jus? Parce que nous ne produisons pas la tomate toute l'année ici. Alors, pendant la période fraîche, nous on produit la tomate, on vend aux Ghanéens par exemple. Mais pendant la saison des pluies, par exemple actuellement là, la tomate coûte très cher. Et nous importons en ce moment la tomate du Ghana. Pour ne pas chasser les ouvriers, c'est là maintenant on a commencé à fabriquer les jus de fruits. Tamarino, de tamarin, d'orange, etc. Et ça marchait bien. Maintenant, on a créé donc les façonnières partout dans les départements. Donc, les produits qui étaient l'usine allaient directement, sans intermédiaire. Donc, les produits coûtaient moins cher. Ça coûtait moins cher. Donc, on réduisait le taux d'inflation, on améliorait les conditions de vie des paysans et vraiment, ça allait. Alima Deborah Traoré, vous l'évoquiez tantôt, disait que le discours d'orientation politique était un guide, une base et une source. Partagez-vous cette assertion? La remarque faite par Alima Deborah Traoré est juste parce que regardez le document. Nous l'avons fait assez succinct, petit, couleur rouge, comme les documents qui étaient véhiculés en Chine avec la pensée de Mao Tse-tung. Donc, l'objectif ici, ce document-là, en fait, reflétait la voie léniniste de développement. La voie léniniste de développement. Donc, avec ça comme bréviaire, les camarades, à quelque niveau que ce soit, avant de prendre une mesure, essayer de voir est-ce que ça allait dans ce sens ou pas. Pour ne pas effectivement déborder et créer parfois des mécontentements au sein de la population. C'est dans ce sens que j'ai dit effectivement, c'était un guide d'orientation. Mais les camarades qui avaient un niveau de formation avancé, qui maîtrisaient par exemple le marxisme-léninisme, pour eux, il n'y a pas de problème. Ils comprenaient, mais au niveau du peuple, il fallait constamment travailler à la formation politico-idéologique. Ce qui n'était pas une chose facile, parce que les gens aussi avaient leurs préoccupations. Quand même dans les soirées, dans les quartiers ou autres, il y avait des débats idéologiques par rapport à telle mesure qui ont été prises là. Ce n'était pas si facile. Voilà. Mais la remarque faite est juste. Parce que le problème justement que nous avions au niveau de l'Afrique, c'est que généralement la plupart des chefs d'État ne connaissent pas les lois de transformation d'un État arrivé à un État moderne. Ils ne connaissent pas. C'est pourquoi à un moment donné, vous avez vu, non? Et Macron a dit que lui, il n'est pas là pour nous montrer aux chefs d'État la voie à suivre pour se développer. Voilà. Mais nous, on connaissait ces lois-là. Et c'est cette voie-là qu'il fallait emprunter. Et c'est ça que nous avons emprunté. Et comme je vous le disais, ça a eu un impact au-delà de 83 jusqu'à la fin de l'exécution du plan quinquennal. Et les Occidentaux, et même reconnaissent que c'est à cette période révolutionnaire-là que le Burkina Faso a connu un réel développement. Alors, professeur, plus de 40 ans après, quel est selon vous le message le plus pertinent ou l'héritage le plus durable du discours d'orientation politique de Thomas Sankara pour le Burkina Faso contemporain? Ah, ça c'est très important. Parce que nous avons légué, comme avant, nos papas là, que j'appelle les Maurice, les Lamizana ou autres là, ils nous ont légué aussi un territoire. Donc ce territoire-là, nous on travaille à léguer ça à la prochaine génération, aux générations futures. Quand bien même, ici, il y a des revendications territoriales qui nous sont posées. Par exemple, il y a 3 villages en contestation avec le Bénin. Mais comme nous-mêmes, nous ne sommes pas des gens belliqueux, on peut aussi formuler des revendications par rapport à un certain nombre de pays. Mais nous ne le faisons pas parce que nous trouvons qu'il faut travailler à l'amitié entre les peuples. L'élément le plus important, c'est que nous devons connaître les types de production. Nous devons connaître les lois de la production. Nous avons la production des moyens de production, le secteur A. Donc nous devons travailler à mettre en place des combinats métallurgiques. De manganèse, on a le manganèse qui a la plus forte teneur de manganèse au monde.
Nous avons le cuivre en pays Lobi là-bas, à Gongondi, qui a le plus grand tonnage de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on parle de batteries électriques, etc. Autres, là. Nous devons travailler à mettre en place ces métallurgies-là. C'est lorsque vous avez une métallurgie, c'est lorsque vous avez une aciérie que vous pouvez parler de développement et d'autonomie économique. Il faut qu'on mette toujours l'accent sur l'énergie. L'énergie, l'énergie. Je vois, on est en train de développer l'énergie solaire, mais nous devons réaliser, coûte que coûte, le barrage hydroélectrique de Numbiel pour avoir accès à l'océan Atlantique, au lieu d'aller nous prostituer du côté du Maroc ou bien dans notre pays. C'est cette base-là seulement que nous pouvons développer l'agriculture, développer l'industrie et améliorer les conditions de vie des masses populaires. Merci, professeur. Merci. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Prêt pour la révolution. Merci de nous avoir suivis au cœur de ces discours d'orientation politique. Ce document, rédigé et prononcé il y a plus de 40 ans, continue de résonner par sa pertinence et sa profondeur. À très bientôt.